Pour vous présenter tous les deux. Tout d'abord Céline. Petit moment émotion, mais Céline est une femme qui m'a donné énormément d'énergie dans ma carrière entrepreneuriale. Pour la petite histoire, on s'est rencontrés quelques mois après la création de Mocha et j'ai trouvé que tout le monde présente ta carrière pro, etc. Je pourrais le faire après, mais que tu étais une femme qui alliait quelque chose d'assez extraordinaire entre une authenticité hors pair et une énergie que tu me donnais qui était fantastique. Donc merci pour ça et merci d'être là aujourd'hui. Merci. À part ça, je vais te... dis la même chose sur moi, comme ça. À part ça, tu es aussi une multi-entrepreneur. Tu as tout d'abord fondé Litchi, Mangopay, que tu as revendu au groupe Arkea. Tu es aussi board member chez Iliad, si je ne me trompe pas, qui est la maison mère de Free. Et aujourd'hui, la fondatrice et co-CEO de Résilience, qui est une entreprise qui œuvre pour mieux traiter le cancer. Tu le présenteras beaucoup mieux que moi. Et en parallèle de ça, tu as aussi été à l'origine de différents collectifs, notamment le collectif Sista et le collectif Protège ton soignant, pendant la période du Covid. Donc, merci d'être là. Jérémy, pareil, j'ai un petit mot personnel pour toi. Je trouve que ta créativité et ta vision de la marque, j'ai notamment eu l'occasion d'assister à l'événement que tu avais fait il y a quelques mois, est assez exceptionnel pour moi parce que en fait, j'ai toujours considéré la marque comme un élément extrêmement prédominant d'une création d'entreprise. Et j'ai trouvé qu'avec Welcome to the Jungle, dont tu es le CEO et le fondateur, tu étais arrivé peut-être pour moi à un niveau de paroxysme dans cette vision de la marque. Je n'irais peut-être pas jusqu'à te comparer à Apple, mais ça te ferait peut-être rougir. Mais je trouve que la marque que tu as créée était assez fantastique. Pour te présenter en quelques mots, tu as travaillé dans le domaine de la banque pendant quelques années et surtout quelques longues heures, si j'entends tes entretiens. C'est peut-être dans cet univers que tu as aussi compris qu'il fallait transformer et réinventer le monde du travail. Et c'est pour ça que, notamment, que tu as créé avec ton associé Welcome to the Jungle, qui est peut-être la plateforme de recrutement aujourd'hui la plus connue en France et, si je comprends bien, dans plusieurs pays désormais, avec un peu plus de 3000 clients. Donc merci aussi d'être là. La thématique qu'on va aborder, elle est pour moi assez clé. On parle en fait énormément du stress de façon générale. Aujourd'hui, quand on tape stress sur Google, on a un peu plus de 3 milliards de recherches qui sortent. Juste pour la petite histoire, quand on tape sérénité, il y en a seulement 30 millions. Bon, on voit le paradoxe. Et en fait, ce qui va être intéressant, on a parlé du domaine du sport, on a parlé du domaine de la négociation dans des contextes extrêmement compliqués. Maintenant, dans le contexte d'une création d'entreprise, j'aimerais aborder deux thématiques avec vous. La première, c'est d'un point de vue plus personnel, comment vous avez vécu ces différentes créations d'entreprise et comment le stress s'est mis dedans. Et ensuite, on abordera un point de vue un peu plus professionnel, comment vous le gérez avec vos équipes respectives. La première question que j'avais pour vous, c'est Céline. Je vais juste, on va aborder le stress d'un point de vue positif et du coup, moi je pense, pour faire une petite anecdote, que le stress crée beaucoup de résilience, surtout pour toi. Tu nous expliqueras peut-être pourquoi tu as choisi ce nom. Mais d'abord, quand tu as créé Litchi, tu racontes que personne ne voulait a priori s'associer avec toi. Est-ce que ça t'a généré du stress? Si oui, comment? Et comment tu le caractériserais? Et comment tu as surmonté ce fait d'être seule dans cette première aventure entrepreneuriale? Déjà, merci de nous accueillir. Je suis très heureuse et émue d'être là. C'est vrai que quand j'ai créé Litchi, moi j'avais 25 ans, je sortais d'études. Et finalement, le stress, il est venu un peu en cours de route. Ah, c'est Madonna, j'aurais dû mettre le micro Madonna. Ok. Et en fait, au début, franchement, je ne savais pas exactement où je mettais les pieds. Pour revenir un peu sur l'historique, c'était le milieu de la crise financière. Je venais d'être diplômée. J'avais eu cette idée de cagnotte en ligne. Il n'y avait pas de plateforme de crowdfunding qui existait, rien. Et donc, je me suis dit, aux innocents les mains pleines, essayons. Et donc, en fait, au début, c'était vraiment un jeu. Enfin, évidemment, il y avait des challenges. Mes parents m'avaient dit, OK, on va te supporter, mais pendant 12 mois maximum. Après, tu te démerdes pour bouffer et payer ton loyer. Mais finalement, c'était un peu, je faisais ça dans ma bulle. Et le stress a mis du temps à venir. Et le stress est venu quelque part un peu avec la notoriété.
puisque moi je suis plutôt de quelqu'un assez timide et introverti. Et donc du coup, tout d'un coup, un jour, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui me connaissaient. Et moi, j'avais passé quelques années dans ma bulle à faire ce que j'aimais, c'est-à-dire bâtir. Et puis tout d'un coup, il fallait quelque part que je sois une image publique. Alors ça me tétanisait parce que je voyais un peu la Céline qu'on imaginait. Et moi, à côté, j'étais plutôt du genre à raconter des conneries. J'ai voulu faire plein de blagues là. Boire des bières et puis plutôt geek et essayer de construire quelque chose. Et donc ça a été dur de réconcilier l'image qu'avaient les uns et les autres de moi. J'ai un souvenir d'un truc qui m'a marqué, je le raconte souvent. Quand on a commencé à ouvrir des bureaux à l'international, on ne voyait pas souvent les équipes de l'international, et notamment les bureaux du Luxembourg. À chaque fois qu'ils venaient à Paris, toutes les nanas, je ne sais pas pourquoi, me prenaient en photo comme ça. Et donc c'était absolument horrible, parce que moi vraiment j'en étais paniquée. J'en avais presque des techniques d'évitement, c'est-à-dire je me disais putain merde, il y a Luxembourg qui arrive, faut que je me planque. Ce qui n'a aucun sens. Et après, je me disais, mais non, mais comporte-toi en adulte, en chef d'entreprise. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il est venu avec le temps et que j'ai dû apprendre à réconcilier finalement ce que je suis, ce que les autres, la façon dont les autres me voient et la façon dont moi je me vois, et d'essayer d'aplanir tout ça. Jérémy, juste avant de monter Welcome, tu as voulu monter une première entreprise avec Bertrand, ton associé dans Welcome aussi, qui n'a pas fonctionné. Est-ce que ce nouveau départ avec Welcome to the Jungle a été stressant ? Si oui, qu'est-ce qui t'a donné la conviction et la motivation de te redonner à fond dans cette aventure ? Ouais, en fait, la grande magie de l'échec, c'est qu'il peut se reproduire souvent. Donc, j'ai l'impression que moi, avoir commencé par ça te tranquillise sur la suite, parce que l'avantage d'un premier échec qui était... nous, on a fait une première boîte de prod vidéo avec Bertrand, qui est mon meilleur ami, qui est un échec cuisant. Surtout la vidéo, vous savez, vous démarrez en vous rêvant de Spielberg et vous finissez à pas faire ça. Et donc, c'était... en fait, je pense que l'échec, en plus, induit du stress, parce qu'en fait, on ne le connaît qu'en le vivant. Et donc, en le vivant une fois, on se rend compte que finalement... c'est évidemment pas terrible, mais qu'en fait, si on le vivait une deuxième fois, ça serait toujours pas terrible, mais on pourrait éventuellement viser une troisième. Et donc, je pense que c'est beaucoup plus facile. C'est un peu comme au casino, je trouve, quand tu gagnes tout de suite. Et pour l'anecdote, je suis interdit de jeu depuis. Mais quand tu gagnes tout de suite, après, en fait, tu es voué à jouer pendant des années, alors que quand tu perds la première fois, t'es moins dedans, quoi. Donc voilà. Donc en fait, je pense que nous, on a un peu fondé aussi le début de Welcome to the Jungle sur ça, et surtout en fait, ce qui nous a, je pense, amené moins de stress à la création, c'est que du premier échec, on a identifié ce qui nous plaisait, ce qui nous plaisait pas, et ce qu'on avait envie de reproduire, ce qu'on avait moins envie de reproduire. Et d'ailleurs, nous, la grande source de satisfaction qu'on avait au début, c'était le fait d'être ensemble et d'entreprendre à deux, et de construire aussi cette amitié autour d'un projet entrepreneurial. Donc je pense que ça nous a pas mal aidé un peu à relativiser. Et puis en plus, on ne savait pas trop ce qu'on faisait, comme je pense la plupart des gens qui démarrent. Et donc en fait, l'ignorance a une valeur de non-stress, je trouve, qui est absolument géniale. Merci beaucoup pour ça. La deuxième thématique qu'on voulait explorer avec vous deux, c'est le stress comme catalyseur d'apprentissage. Je vais vous donner une petite stat d'une étude qui m'a marqué, une étude qui a été faite aux US il y a un peu plus d'une dizaine d'années sur 29 000 personnes, dont l'objectif était de différencier deux choses. Premièrement, le stress, et deuxièmement, le rapport au stress. Donc on posait aux gens, sur une échelle de 1 à 10, comment vous sentez-vous stressé ? Et ensuite, on leur demandait tout simplement, est-ce que vous pensez que le stress est négatif pour vous, oui ou non ? Et la conclusion de cette étude-là, ça a été qu'à niveau de stress équivalent, les gens qui ont répondu oui, je pense que le stress est négatif pour moi, avaient 43% de chances de mourir prématurément, de plus que ceux qui répondaient non. Donc en fait, on différencie un paradoxe qui est assez intéressant là-dedans, qui est de se dire, c'est beaucoup plus le rapport au stress qui nous génère a priori des risques que le stress en lui-même. La question que j'avais pour toi, Céline, là-dessus, c'est, tu es multi-entrepreneuse, comme on l'a dit, tu as créé beaucoup d'aventures entrepreneuriales sous forme d'entreprise, mais aussi de collectif. Qu'est-ce que tu as appris de ta précédente expérience ? Quelles leçons t'en as tirées pour Résilience ? C'est tout le temps la merde. Non, mais
Je veux dire, en tout cas, quand on a redémarré Résilience avec Jonathan, mon associé, j'ai quand même appris un peu parce que mes 2 premières boîtes, j'étais toute seule. La 3e, il y a quelqu'un qui a bien voulu s'associer avec moi. Et donc, quelque part, j'ai un peu gagné comme ça. Mais clairement, on s'est dit, on reprend le départ, quoi. Et donc, on se remonte les manches et on recommence à zéro. On a des investisseurs en commun, donc tu le sais, moi j'ai passé les 6 premiers mois de Résilience dans les bureaux avec eux, à être quelque part un peu incubée. Et je pense que c'était pour moi hyper important de reprendre la course comme si je redémarrais à zéro et de surtout pas arriver en fanfaronnant. Et de toute façon, c'est pas trop ma nature, mais de me dire, voilà, je reprends au démarrage. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai appris ? J'ai aussi, je crois, quelque part eu plus de facilité à lever de l'argent et donc appris à savoir un peu plus comment recruter, scaler, organiser. C'est vrai qu'il y avait des chemins qui étaient un peu plus balisés, des codes, avoir 200 salariés, c'était un truc que je savais que j'étais capable de faire, ou à peu près. Donc quelque part, j'avais un peu un chemin que je connaissais mieux. Et donc là, je me suis mis dans un mode de me dire, OK, c'est une course de fond. Et là, je vois plein de parallèles au sport. Il faut que je sois bien préparée. Et donc, comment je vais construire mon quotidien ? Et moi, c'est vrai que, en fait, quand j'ai vendu Litchi et Mango, c'était en 2015. J'avais 32 ans. J'ai continué pendant un peu plus de 3 ans et demi pour eux. Donc, je suis sortie à 36 ans. Et en fait, tout le monde m'a dit, mais ça y est, la grande histoire de ta vie, elle est derrière toi. Alors, je peux vous dire que c'est horrible, parce que moi, j'étais à putain, merde, c'est long, il me reste plein d'années quand même, théoriquement. Bon, et donc c'était quand même assez lourd à porter. Et puis cette idée de me remettre à zéro, je me suis dit, non, en fait, moi je suis une enfant de médecin, le Covid a été quelque part un catalyseur, le cancer, c'est la première cause de mortalité dans les pays occidentaux, le digital peut être un magnifique enabler pour améliorer le parcours patient et puis la façon de soigner. Je vais m'associer avec un super entrepreneur et un hôpital qui est Gustave Roussy. Et on va y aller. Et donc, quelque part, j'ai repris le chantier à zéro en étant mieux, je crois, préparée mentalement et en me disant, c'est un sport de fond, donc je vais me baliser, je vais me faire coacher, je vais prendre les investisseurs que je rêve d'avoir. Pour la petite anecdote, les investisseurs qui ont investi dans notre boîte, nos boîtes respectives, moi sur la première, ils m'ont dit non. J'ai pas désespéré, j'ai attendu 10 ans pour que finalement ils investissent donc dans ma 3e boîte. Donc quelque part, je crois que j'ai aussi eu cette pugnacité, la préparation et le fait de surtout pas trop se prendre au sérieux quand même. Et je me suis dit, au pire des cas, j'essaye. Et puis sinon, tout le monde aura eu raison. Ma grande histoire, elle était derrière et pas devant. Mais je crois quand même que, voilà, pour moi, Litchi et Mango, c'était une préparation à ce qu'allait devenir Résilience pour moi et l'importance que ça allait prendre. Ce que je trouve vachement intéressant dans ce que tu dis, c'est la capacité presque inconsciente qu'a le cerveau justement à se dire « Ok, j'ai déjà fait une fois, maintenant j'avance ». Donc assez exceptionnel, merci beaucoup. Et peut-être juste pour ajouter un mot qui est un peu lié pour moi au stress, c'est que aussi, en fait, ce que j'ai eu de découvert de mon expérience, c'est que l'ambition, elle grandit et elle se construit. Et moi, au début, mon ambition elle était tout petite, et puis elle a grandi, et maintenant, elle est illimitée. Et ça, je le vois comme quelque chose de très positif qui me drive et qui est quelque part mon motto aussi. Jérémy, maintenant, on va parler d'un autre facteur positif du stress, qui est le lien entre stress et motivation. On a repris une des phrases que tu avais dit dans une interview qui était je te rassure, on n'est pas allé faire tout. Qu'est-ce que j'ai dit ? Quand je recrute, je cherche des gens qui vont me challenger, me mettre dans l'inconfort. La question que j'avais pour toi, c'est est-ce que tu penses que l'inconfort est stressant ? Est-ce que tu as besoin justement d'un minimum de stress pour te sentir vivant, de challenge pour réussir ? Et pourquoi tu cherches cet inconfort ? Moi, je pense que en tout cas, moi, j'ai commencé à bosser dans un univers professionnel où l'absence de stress était équivalent à être très mauvais. Et donc, plus on était stressé d'une certaine manière, et plus surtout on l'affichait, plus on avait tendance à être bon, gravir les échelons. En tout cas, la banque d'affaires, c'était sensiblement comme ça. Et donc, je pense que quoi qu'on dise, même si on change d'environnement, ça marque un peu. Concernant le recrutement, oui, moi, c'est certain que je pense qu'on a tous des critères de recrutement qui sont les siens, qui sont ceux de l'entreprise dans laquelle on est. Moi, c'est en plus le sujet
que je traite au quotidien. Donc, on a une bible de comment recruter. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours gardé comme critère numéro 1 le fait de recruter quelqu'un qui, d'une certaine manière, à un moment, dans l'échange, va me mettre dans l'inconfort. Parce que je pense que le recrutement, souvent, se voit que d'une manière, extrêmement d'ailleurs aussi entre paternalisme et infantilisant, en disant tiens, qu'est-ce qu'on va vraiment pouvoir apporter à la personne, vraiment ma boîte et moi, je vais lui apporter beaucoup. Et je trouve que parfois, c'est pas mal de raisonner tiens, qu'est-ce que la personne elle va m'apporter, qu'est-ce qu'elle va me permettre de faire différemment. Et moi, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse, et j'ai toujours essayé de recruter quelqu'un qui va me porter ça, cet inconfort créé a posteriori. C'est vrai qu'en plus, je pense que moi, personnellement, je le recherche. Parce que c'est intéressant ce que tu dis sur stress et rapport au stress. Je n'ai jamais réfléchi à ça. Enfin, grosso modo, j'ai rarement réfléchi à ça d'ailleurs. Mais en plus, je pense que parfois, moi, je sens que sur le rapport au stress, j'ai un besoin un peu masochiste d'aller parfois le chercher, parce que je trouve qu'un peu comme une deadline serrée, ce stress peut vous amener aussi à faire le saut créatif dont vous avez besoin. Enfin, je ne sais pas si vous avez l'occasion, par exemple, en ce moment, on discute avec des agences créa pour une campagne. C'est flagrant à quel point les créas nous disent, en fait, dès qu'on n'a pas de date, en fait, notre créativité s'épuise. Et je trouve que, par exemple, le stress est aussi parfois, alors quand ton rapport au stress est positif, vecteur de créativité, vecteur de prise de décision. Moi, je trouve ça flagrant en entreprise, par exemple, dans ma vie de tous les jours, à quel point on est incapable de prendre une décision quand on a le temps. Et bizarrement, quand c'est un peu plus dur, bizarrement, pendant le Covid, on prenait des décisions quasi instantanément, elles étaient bonnes ou pas bonnes, et après, voilà. Et ça, je trouve que ça a toujours été un critère clé. Et dans le recrutement, je pense que ce petit inconfort que vous voyez là, au-delà du fait que cet inconfort, il est sûrement très bon signe sur votre capacité à recruter des gens qui sont un peu plus différents de vous. Et donc, je pense que c'est positif en termes de diversité dans la population de votre boîte. C'est quelque chose qui va, en tout cas, créer quelque chose de positif, ou à minima une discussion qui, sinon, n'aura jamais lieu. Donc, c'était plutôt une bonne chose de t'envoyer les questions 24 heures avant le passage. La deuxième grande thématique qu'on voudrait aborder, c'est justement le rapport au stress dans vos entreprises respectives. Une statistique là-dessus qui est quand même importante, 64% des salariés aujourd'hui déclarent ressentir du stress important au moins une fois par semaine. Donc on peut presque parler de stress chronique. Jérémy, tu as fait de Welcome un véritable laboratoire RH, notamment une mesure dont on a beaucoup parlé, qui était la semaine de 4 jours. Est-ce que c'était justement pour répondre à un enjeu de stress au travail, ou est-ce que c'était plus vaste que ça ? Ouais, c'est un sujet qui est très lié. Donc nous, en fait, quand on a créé Welcome to Jungle, en fait, ce qui nous intéressait, c'est de dire au-delà du business en lui-même, est-ce qu'on peut profiter de cette opportunité pour faire de l'entreprise, qui est une sorte d'organisme, un laboratoire d'expérimentation RH, et voir s'il y a quelque chose à faire là-dessus. Et moi, dès le début, en fait, je me posais une grosse question, c'est comment en fait l'organisation elle-même peut évoluer pour permettre deux choses. La première, c'est est-ce qu'on peut se projeter plusieurs années ? Moi, le truc qui m'a toujours manqué en entreprise, c'est de dire en fait, il faut que je fasse 3 ans, puis après, il faut que je bouge, parce que en fait, l'entreprise ne me propose rien. J'ai toujours rêvé d'être ou d'avoir une boîte dans laquelle les gens peuvent rester 15 ans. Et le second point, c'est comment on peut proposer un meilleur équilibre, parce que si on se projette 15 ans, il faut que cet équilibre, il existe. Et donc au fur et à mesure, quand vous passez du temps à réfléchir à ça, vous arrivez vite à la conclusion que le sujet, c'est le rapport au temps, qu'après, en fait, quand vous creusez, vous vous rendez compte qu'on travaille par exemple 5 jours par semaine pour des raisons pas hyper claires. Et d'ailleurs, parce que finalement c'est un mélange de Dieu a créé la terre et les hommes en X temps, et puis après il s'est reposé. Bon, nous on fait pas grand chose comme ça, mais on se repose aussi un petit peu. Ou alors c'est des contraintes religieuses, ou alors d'ailleurs il y avait une étude passionnante qui était sortie il y a 150 ans qui démontrait que notre capacité d'acheter était meilleure quand on bossait 5 jours par semaine, et qu'ensuite on avait 2 jours pour être disponible dans les magasins. Bon, c'est intéressant. Bon, on s'est dit que ça, c'était un sujet passionnant. Et donc, on a voulu tester de changer ce rythme et de faire la semaine de 4 jours. D'ailleurs, on a démarré ce test en janvier 2019, où on a été accompagné par un cabinet de conseil qui a étudié l'impact sur la boîte, donc sur sa performance, et après par une équipe de neuroscientifiques qui ont suivi nos équipes
au global et de manière particulière. Et ce qui est intéressant, parce que je suis parti là pour 2 heures, mais vraiment, long story short, ce qui est intéressant en fait de voir, c'est que la semaine de 4 jours, son bénéfice premier, ce qui était notre but nous, parce qu'on n'avait pas d'enjeu de productivité, on ne pensait pas que c'était l'objectif, c'est qu'en fait, une meilleure maîtrise de votre temps alors il y a des gens qui expliquent ça beaucoup mieux que moi, hein, mais je vous le dis avec mes mots, une meilleure maîtrise de votre temps va induire une meilleure estime de soi et du coup un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Et ce cheminement en fait qu'on a vu se créer, du coup qu'on a aussi validé par les gens qui nous ont suivis, c'est quelque chose qu'on pensait en fait être suffisant pour valider et rendre pérenne ce rythme de travail. Et c'était un peu fondamental pour nous, parce que notamment dans la tech, dans le secteur dans lequel on travaille, c'est un secteur qui a une tendance de fond passionnante à la déshumanisation complète de l'individu, puisqu'en fait dans votre quotidien, je pense qu'on le vit, en fait vous êtes quelqu'un dans une machine de KPI et d'OKR et de plein de trucs avec 3 lettres. Et donc du coup, c'est difficile parfois de trouver son équilibre, le sens à aller chercher au bout de X temps, quand en fait votre quotidien il est drivé par quelque chose de différent. C'est pas vraiment un jugement, c'est juste un constat. Et donc nous on a le sentiment que de se réapproprier un peu son temps de travail, se redonner un peu d'ownership là-dessus, ça pouvait contribuer à quelque chose de différent, d'ouvrir aussi d'autres espaces de créativité. Nous on a par exemple 60 personnes qui sont journalistes, qui travaillent dans notre média. Clairement, parfois les bonnes idées de contenu, elles viennent pas forcément au bureau entre 11h et midi, elles viennent d'autre part. Donc c'est peut-être aussi s'offrir d'autres espaces. Céline, tu as créé Résilience, on l'a dit plusieurs fois. Résilience, c'est une entreprise qui a une mission extrêmement forte et surtout qui traite d'un sujet de santé publique, un sujet extrêmement sensible. Ce qu'on observe, c'est que ça peut souvent générer du surengagement des équipes. Comment tu gères ça au quotidien ? Alors, du surengagement, et j'aurais presque même peut-être dit un facteur de stress. Parce que c'est marrant, donc on a créé Résilience il y a 2 ans et demi. Donc nous, on fait de la télésurveillance de patients en oncologie. Donc en fait, ils sont chez eux et puis toutes les semaines, ils remplissent un questionnaire et ils sont accompagnés avec des conseils thérapeutiques, un suivi à distance, etc. C'était basé sur une étude clinique faite par Gustave Roussy. Bref, et donc quelques mois après qu'on ait créé l'entreprise, on est parti en séminaire avec tous les collaborateurs et on a dit on va faire le truc que font toutes les startups, on va définir nos valeurs. Et donc il y en a une première qui est ressortie, qui est l'humilité, qui je pense correspondait bien à la tâche. La deuxième qui est la confiance entre nous, avec les patients, avec les soignants. Et la troisième qui est l'excellence. Et alors moi j'étais hyper surprise parce que je me dis putain les mecs ils visent haut. Et alors c'est hyper intéressant parce que cette valeur, elle a à la fois, je pense, énormément drivé le moto des uns et des autres, et en même temps, parfois, elle a créé une sorte de syndrome de l'imposteur pour ceux qui arrivent. Parce que ce qui se passe, c'est qu'ils arrivent, ils voient les valeurs de l'entreprise, les gens hyper focus, hyper organisés. Alors moi, je ne me suis pas embêtée, j'ai tout copié sur Jérémy, sur la politique RH de l'entreprise. Alors on est à 4,5 jours, parce que je ne pouvais pas exactement faire 4 jours pour démarrer. Et donc bref, donc ils voient ça, et on a eu souvent des gens qui disaient mais oh, mon Dieu, mais je ne suis pas assez compétent par rapport à tout le monde, le niveau est dingue, il n'y a que des machines, tout le monde est hyper brillant. Puis le domaine médical, il faut aussi voir que quand même les médecins sont assez pompeux. Alors on a une partie d'équipe médicale que j'aime avec beaucoup d'affection, mais qui sont quand même très carnassiers, je dirais. Et voilà. Et donc ça, c'est pas facile à gérer, surtout dans une entreprise qui est en full remote. On a des bureaux à Paris et à Biarritz, mais on peut, si on veut, travailler depuis Boston, Madrid, Bruxelles. Voilà, c'est le cas. Alors comment on a fait ? Moi, je me suis dit, quelque part, bas les masques, et je vais dire qui je suis à mes collaborateurs, et puisqu'on écrit une entreprise sur une page blanche, et je vais leur permettre au maximum d'être qui ils sont. Et ça, c'était une première façon de se sentir bien. Et moi, la première, on est 110 chez Résilience, full remote, en 2 ans. Je peux dire que c'est pas facile de connaître tout le monde, et que quand je suis assise face à toute ma boîte, de temps en temps, je me dis, je préfère connaître chaque visage, chaque prénom, chaque histoire. Donc, on passe beaucoup de temps dans des introductions, en one-to-one, en équipe. On fait des séminaires intra-équipe, externes. Et le deuxième élément, c'est qu'on a aussi beaucoup travaillé sur la vulnérabilité. C'est
qu'est-ce que c'est que d'être vulnérable dans un domaine où on est une boîte qui fait de l'innovation avec un sujet hyper lourd. Donc on doit absolument aussi accepter le fait qu'on se plante, le fait qu'on va avoir tort, et il faut pouvoir le dire. Et il faut pouvoir demander de l'aide. Dans une boîte où la valeur première, c'est l'excellence, ou la troisième, enfin, et où on est à distance tous ensemble, c'est hyper compliqué. Et la seule façon de le faire, pour moi, c'est de créer des liens humains hyper forts entre les collaborateurs. Et donc, on a eu tendance à être hyper transparent avec Jonathan, sur mon associé, qui on est, le quotidien de l'entreprise. Par exemple, une fois par trimestre, on fait un conseil d'administration avec nos investisseurs. Le lendemain, on fait exactement la même présentation à tous les salariés. On a dit, OK, on vous dira tout. Les choses qui sont parfois pas faciles, les choses qui sont parfois inquiétantes, parce qu'en fait, on a confiance en vous et que ça passe aussi par des moments de vous dire la vérité et donc de se montrer aussi potentiellement vulnérable. Par exemple, on a une grosse stratégie d'acquisition. Tous les salariés savent les boîtes qu'on étudie en ce moment. C'est un peu touchy, le secret à 110, mais quand c'est la base de la confiance, ça fonctionne. Donc voilà, donc on a essayé d'être hyper transparent, créer une culture très libérée, mais pas de l'entreprise libérée, je trouve ça naze, mais en tout cas d'être plutôt dans quelque chose de j'assume qui je suis et je peux le dire aux autres. Et ça nous a permis de recruter vraiment des profils assez différents. Et j'ai peut-être un exemple si j'ai le temps, c'est une personne de notre équipe RH. Parce que c'est vrai que souvent, ce qui nous relie, c'est aussi la motivation et la surmotivation à cette mission qui est résilience. Donc, on a beaucoup d'anciens patients et puis des collaborateurs ou collaboratrices qui ont vécu un membre de leur famille qui a été malade. Je crois que presque nous tous, si je vous posais la question, vous lèveriez la main. Et donc, on a une de nos collaboratrices, Émilie, elle a perdu son frère, elle le raconte publiquement. Puis en plus, c'est assez terrible parce qu'ils ne m'ont jamais expliqué pourquoi. Et finalement, avec beaucoup d'humilité et de transparence, c'est quelque chose qu'elle partage en entreprise, en disant c'est à la fois ma force et c'est aussi ma faiblesse. Et parfois, elle l'a raconté en entretien de recrutement. Et il n'y a pas très longtemps, il y a une jeune femme qui est arrivée chez nous, qui s'appelle Carole, et je lui ai demandé pourquoi elle est venue. Et elle m'a dit, en fait, l'entretien que j'ai fait avec Émilie, la RH, généralement c'est un peu relou, c'était l'entretien qui m'a le plus ouvert et donné envie de venir. Et donc, cette idée de ouvrir la vulnérabilité, l'accepter et se dire que parfois on se plante, c'est aussi une façon, je crois, de remettre à niveau l'excellence et de se dire qu'il faut cultiver innovation, ambition et puis aussi une forme de simplicité, quoi. Je pense qu'on peut tous les deux les applaudir très fort et laisser du temps pour 2-3 questions si jamais il y en a dans la salle. Bon, on n'est pas au GIGN, mais lancez-vous sur des questions. Bonjour, merci beaucoup. Hop, je suis là. Bonjour. Moi, je m'occupe du programme Sport et Bien-être chez Morning, qui est un réseau d'espaces de travail. Et souvent, les boîtes nous demandent un petit peu des conseils pour accompagner toute leur stratégie pour prendre soin de leurs salariés. Alors, vous avez parlé de la semaine de 4 jours, qui sont souvent des gros sujets. Est-ce que vous avez d'autres conseils? Donc, la gestion du temps, ça c'est un vrai sujet. Est-ce que vous avez d'autres conseils pratiques pour des entreprises qui seraient plutôt à une taille entre 10, 20, 50 salariés pour se tenir justement, pour accrocher les gens et qu'ils soient heureux de se lever le matin au-delà d'être bien payés globalement? C'est vaste, je te le laisse. La question bonus. Déjà, on utilise Mocha pour le... Non, c'est l'inverse. C'est une très bonne question. Et pour peut-être en partie répondre à quelque chose qui m'avait pas mal marqué quand on avait fait suivre nos équipes avec au début de la semaine de 4 jours. On avait une question, enfin en tout cas un indice qu'on utilisait pour monitorer le suivi de nos équipes, qui était grosso modo quel impact a notre politique d'entreprise sur leur bien-être et leur satisfaction à un moment donné. Et ce qui était incroyable à voir, et d'ailleurs personnellement au début, parce que j'ai assez mal vécu, puis après j'ai appris à grandir, mais
que notre politique de boîte avait en fait très peu d'impact sur améliorer le bien-être de la personne, mais par contre avait énormément d'impact sur le diminuer. Donc, grosso modo, si je traduisais un peu des trucs qui étaient bien mieux expliqués que ça, vous savez, en fait, on peut maintenir le niveau de la personne et surtout, en fait, on peut la dégrader très, très fortement. Donc, je pense que le premier point, c'est déjà, en tant qu'entreprise, ça nous rend assez humble sur ce qu'on peut proposer. Ça nous rend aussi, je pense, au bon niveau. Parce que le problème de ce sujet, je trouve, c'est d'y répondre sans tomber dans le paternalisme ou d'autres initiatives de ce type-là et d'être à sa juste place. Donc moi, par exemple, je trouve que c'est intéressant d'utiliser des plateformes tierces sur lesquelles, d'ailleurs, en tant qu'entreprise, on a entre guillemets, pas de visibilité, ce qui est le but, mais pour aussi créer une relation de confiance avec des gens qui sont en dehors de chez Welcome ou Résilience ou autres. Et ensuite, après, de répondre. Nous, une approche en fait assez simple, c'est est-ce qu'on peut répondre à des problématiques concrètes dans la vie des gens. Et donc, quand on les liste, nous, en fait, on avait la relation au temps, qui est un peu moins mon obsession personnelle. Mais après, on avait d'autres sujets qui étaient par exemple la parentalité. Donc, il y a par exemple chez Welcome, il y a 6 ans, on a mis en place le congé parental. Bon, depuis, il s'est appliqué. Mais parce qu'on avait vu que c'était un sujet qui était extrêmement complexe pour plein de personnes. Et surtout, nous, on voyait que dans la tech, un des sujets qu'on avait, c'était un sujet d'inclusion. Et typiquement, en fait, plein de parents ne se reflétaient pas dans ce type d'entreprise. Donc voilà, on a essayé de lister un peu les différents sujets qui peuvent avoir un impact sur lequel nous, on peut jouer à notre niveau, raisonnablement. Et je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà. Mais c'est vrai qu'on pourra en parler des heures et ça pourrait être le sujet d'une conf entière. Mais moi, j'ai retenu de la discussion qu'on a eue ce week-end aussi d'avoir une équipe RH le plus tôt possible. Moi, c'était une connerie que j'avais fait sur ma première boîte. J'ai attendu 150 salariés pour recruter un DRH, enfin une DRH, en disant non mais c'est une connerie d'externaliser cette fonction, enfin de la syndiquer sur une personne. Chaque manager doit être responsable. Et on avait un turnover très faible. Donc en plus, je disais ça marche. Bon, alors moi, je me suis épuisée, je peux vous le dire. Et puis donc j'ai fait pour Résilience différemment. Et donc à 110, on a 3 personnes dans l'équipe RH. Et Jérémy me disait que c'est 3 à 4% de la masse salariale si on veut être dans les bonnes pratiques. Et comme je vous le partageais tout à l'heure, je pense que ça change complètement la face de l'entreprise et qu'on n'est pas omniscient en tant que dirigeant. Et il y a besoin d'avoir des portes et des discussions différentes avec différents interlocuteurs et interlocutrices et qui représentent aussi la voix et la vision employée de l'entreprise. Après, peut-être un dernier mot sur ce sujet-là. Nous, étant complètement remote et les gens viennent au bureau à Paris et Biarritz s'ils veulent, en fait, globalement, s'ils ne bossent pas un matin, moi, je n'en sais rien. Et on est parti du principe que ce n'était pas grave. Et on leur a dit d'ailleurs, en fait, vous êtes adultes, autonomes, on ne veut surtout pas infantiliser les uns et les autres. Il arrive à tout le monde d'avoir un coup de mou, une galère pour les enfants, juste pas envie. Ne vous obligez pas, parce qu'en fait, de toute façon, on ne le verra pas. Il n'y a rien qui est logué, etc. Donc je pense que ça a aussi pas mal détendu les uns et les autres. Et en essayant de beaucoup responsabiliser et de faire en sorte aussi que chacun sache quelle est sa mission de l'entreprise, de travailler en mode projet, ce qui permet de voir de façon beaucoup plus concrète les résultats et puis ce à quoi on contribue. Et après, la question tout à l'heure que tu avais posée m'a aussi fait penser au fait de, je trouve, avoir des remontées de terrain de ce qu'on fait, quel que soit son métier. Nous, c'est évidemment la voix des patients et patientes, et puis des infirmiers, infirmières avec qui on travaille. Et en fait, ça, c'est aussi une façon de créer une atmosphère et une entreprise assez unique et singulière. Je sais que ça va être frustrant de prendre qu'une question, mais je vois que notre temps est écoulé. Je voulais vous dire un immense merci à tous les deux pour nous avoir donné cet éclairage.